Ton esprit est ton champ de bataille. Chaque doute, chaque pensée qui te retient est un ennemi qui essaie de te faire reculer. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de contrôle. Parce que la plupart ne se perdent pas par manque d'opportunité, mais par excès de bruit mental. Le stoïcisme n'est pas une théorie à lire quand tu as le temps. C'est un outil à utiliser quand la vie devient difficile. Quand ta tête se remplit de pensées qui ne te laissent pas avancer, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tout ira bien. Tu as besoin de clarté, précision, action. C'est ce qui différencie ceux qui progressent de ceux qui sont paralysés. Ceux qui avancent n'attendent pas de se sentir prêts, ils agissent simplement. Et c'est l'essence du stoïcisme, transformer l'esprit en une machine d'action consciente. Le monde t'a appris à réagir à tout, mais pas à penser calmement. On t'a formé à courir après l'approbation, pas à maintenir le focus. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Apprendre à maîtriser ton esprit, c'est apprendre à diriger ton destin. Celui qui contrôle sa pensée contrôle son chemin. Cette vidéo ne cherche pas à t'inspirer avec des mots vides, elle cherche à te réveiller. Elle montrera comment appliquer le stoïcisme dans la vie réelle, comment surmonter le doute, comment retrouver la clarté mentale et comment transformer ce que tu penses en mouvement efficace. 8 leçons pratiques pour arrêter de tourner en rond et commencer à agir avec fermeté, sérénité et but. Parce que le moment parfait n'existe pas, mais la décision d'avancer, oui. 1. Maîtrise ton esprit. L'esprit est comme une ville qui ne dort jamais. En elle, les rues sont remplies de pensées qui courent sans contrôle. Certaines crient, d'autres se contredisent, et seuls quelques-uns gardent le silence en observant le chaos. Cette ville peut être ta forteresse ou ta prison, selon qui gouverne. Si tu laisses tes pensées te diriger, tu finis par être un citoyen de plus perdu dans le bruit. Mais si tu apprends à gouverner ton esprit, tu deviens l'architecte de l'ordre au milieu du chaos. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer les pensées, mais apprendre à les diriger. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Et cette différence change tout. Chaque fois que ton esprit doute, il crée un labyrinthe. Chaque fois que tu répètes ce que tu crains, tu nourris un ennemi invisible. Le contrôle mental ne s'obtient pas avec des phrases motivantes. Il se construit avec la pratique, l'observation, la discipline. Le stoïcien ne cherche pas à éteindre ses émotions, il les comprend, les canalise et les utilise à son avantage. Maîtriser l'esprit, c'est apprendre à s'asseoir avec ses pensées sans se laisser emporter par elles. C'est pouvoir regarder la peur en face sans fuir et reconnaître que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans l'interprétation que tu fais de ce que tu vis. Quand quelque chose te dérange, ne réagis pas. Respire, observe, comprends. À cet instant, tu entraînes ton esprit. Quand l'impatience veut te pousser à agir sans réfléchir, arrête-toi une seconde et choisis avec intention. Cette seconde de contrôle peut changer le cours de tout. Marc Aurèle le savait, ton esprit devient ce à quoi tu penses habituellement. Si ton esprit est plein de plaintes, tu deviens une victime. Si ton esprit est plein d'action, tu te transformes en protagoniste. Maîtriser l'esprit n'est pas un événement, c'est une pratique quotidienne. Chaque pensée négative est une opportunité pour renforcer la clarté, chaque émotion intense est une opportunité pour appliquer la tempérance. Le contrôle n'arrive pas par magie, il arrive quand tu choisis consciemment de ne pas nourrir ce qui te détruit. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître, mais tu peux décider lesquelles tu laisses rester. C'est là la véritable liberté intérieure. Rappelle-toi que celui qui maîtrise son esprit ne cherche pas toujours à avoir raison, il cherche à avoir la paix. Le stoïcien comprend que l'esprit s'entraîne comme un muscle, avec constance et effort. Si chaque jour tu diriges tes pensées vers ce que tu peux contrôler, tu commences à libérer de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. C'est un travail silencieux, mais puissant. Personne ne le voit, mais tout le monde le ressent. On le remarque dans ton calme, dans ta façon de parler, dans la confiance avec laquelle tu agis. Quand tu maîtrises ton esprit, la vie cesse d'être une série de réactions impulsives et devient une séquence de décisions conscientes.
Tu cesses d'être l'esclave de la peur, de l'anxiété ou des opinions des autres. Tu commences à vivre depuis le centre, pas depuis le chaos. Et là, juste là, tu découvres la force que tu as toujours eue, mais qui était cachée sous des couches de bruit mental. Maîtriser l'esprit n'est pas seulement le premier pas, c'est le fondement de tout le reste. Parce que si tu réussis à te contrôler toi-même, rien ni personne ne pourra jamais te contrôler. 2. Réinterprète la réalité. La réalité est comme un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie différente du même fait, et la plupart se coupent en essayant de comprendre quel est le véritable reflet. Mais le problème n'est pas dans le miroir, mais dans la façon dont tu le regardes. Réinterpréter la réalité ne signifie pas nier ce qui se passe, mais apprendre à regarder à nouveau, sous un autre angle, avec un autre esprit. Ce qui te blesse n'est pas le fait, c'est le sens que tu lui donnes. Et c'est là que le stoïcisme devient un outil puissant. Il ne change pas le monde que tu vois, il change la façon dont tu le vois. Combien de fois as-tu senti que tout était contre toi, alors qu'en réalité, ce n'était que ta perception obscurcie par la frustration ou la peur? Quand tu crois que les choses t'arrivent, tu deviens une victime d'elles. Mais quand tu comprends que tout ce qui se passe est une opportunité pour entraîner ton esprit, la vie change de ton. Les problèmes cessent d'être des murs et deviennent des marches. Le stoïcisme enseigne que les faits sont neutres. Ce qui les rend bons ou mauvais est ton interprétation. Et celui qui maîtrise son interprétation maîtrise son destin. Pense aux fois où une déception t'a conduit à quelque chose de mieux, ou quand un rejet t'a obligé à t'améliorer. Sur le moment, ça a fait mal, mais après tu as compris pourquoi ça devait être ainsi. C'est ça, réinterpréter. Regarder avec sagesse ce que tu regardais auparavant avec colère. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Si quelque chose d'extérieur te dérange, ce n'est pas cela qui te dérange, mais ton jugement sur cela, et tu as le pouvoir de révoquer ce jugement maintenant. Cette phrase n'est pas un conseil, c'est une stratégie mentale pour vivre avec clarté. Chaque jour, tu as la possibilité de choisir comment tu réagis à ce qui se passe. Tu peux continuer à répéter l'histoire de la victime, ou tu peux la réécrire en tant que protagoniste. Quand tu réinterprètes la réalité, tu arrêtes de te battre avec ce que tu ne peux pas contrôler et tu commences à collaborer avec. Si tu perds quelque chose, tu ne te demandes pas « pourquoi moi ?» Mais à quoi cela me sert-il? Cette question transforme la douleur en croissance et la frustration en élan. C'est le changement de perspective qui sépare celui qui s'enfonce de celui qui s'élève. Réinterpréter la réalité est une pratique qui exige de l'humilité. Parce qu'elle implique d'accepter que ta première réaction n'est presque jamais la plus sage. L'esprit veut juger rapidement, étiqueter, condamner. Mais le stoïcien apprend à faire une pause, à observer, à repenser. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Dans cette pause naît la clarté. Et avec la clarté naît l'action correcte. Le monde n'a pas besoin de plus de gens réactifs. Il a besoin d'esprits qui savent interpréter sans déformer. Chaque fois que la vie te met au défi, rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler le sens que tu lui donnes. Tu peux transformer l'adversité en une histoire de pouvoir ou en une excuse pour abandonner. Ce choix se fait à l'intérieur, pas à l'extérieur. Réinterpréter la réalité est l'art de transformer les coups en leçons, les pertes en apprentissage et les chutes en élan. Quand tu y arrives, tu arrêtes de craindre les changements. Parce que tu comprends que chaque tournant du destin apporte une opportunité cachée. La réalité ne change pas parce que tu le veux, elle change parce que tu changes. Et quand tu changes, tout ce que tu regardes s'adapte à ta nouvelle vision. Réinterpréter la réalité, c'est regarder le même monde, mais avec un autre esprit, un esprit qui ne se laisse plus emporter par l'émotion du moment, mais qui choisit de voir avec sagesse. C'est la différence entre vivre en réagissant et vivre en comprenant. Parce que celui qui réinterprète sa réalité cesse d'être prisonnier de ce qu'il voit et devient le créateur de ce qu'il comprend. 3. Agis sans hésiter. Le doute est comme une porte entrouverte que tu ne traverses jamais. Tu regardes ce qu'il y a de l'autre côté, tu imagines ce qui pourrait arriver, mais tu restes immobile. Les jours passent, les opportunités et la vie elle-même.
pendant que tu restes là, arrêté entre la peur d'échouer et le désir d'avancer. Le stoïcisme enseigne que la pensée sans action n'est que du bruit mental. Il ne sert à rien d'avoir de la clarté si tu ne fais rien avec. Penser trop est le déguisement élégant de la peur. Chaque fois que tu reportes une décision, tu donnes du pouvoir au doute. Et le doute, lorsqu'il est nourri, se transforme en paralysie. Mais l'action, même la plus petite, coupe le cycle. L'esprit s'organise lorsque le corps bouge. Épictète le disait sans détour. Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le. Car celui qui agit sans dépendre de l'humeur ou des conditions parfaites devient quelqu'un de libre. Le mouvement dissipe la confusion. Agir sans hésiter n'est pas agir sans penser. C'est penser rapidement, décider clairement et bouger avec détermination. C'est comprendre que le temps ne t'attend pas et que chaque seconde que tu utilises pour analyser ce que tu sais déjà que tu dois faire est une seconde perdue. La plupart des gens n'échouent pas par manque de connaissances, ils échouent parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils savent. Et le stoïcien le comprend. La sagesse sans action est de l'arrogance. La peur de se tromper est le déguisement le plus courant du doute. Mais l'erreur ne détruit pas, l'immobilisme si. L'action ne garantit pas le succès, elle garantit l'évolution. Chaque pas, même le mauvais, t'apprend quelque chose que tu n'aurais pas appris en restant immobile. C'est pourquoi les stoïciens agissaient avec conviction, même dans l'incertitude. Ils savaient qu'il n'y a pas de clarté sans mouvement, que la certitude arrive après le premier pas, pas avant. Le doute vit dans la tête, mais la réponse vit dans l'action. Quand tu sens que ton esprit se remplit de questions, ne cherche pas plus de réponses, cherche le mouvement. Fais un pas, même s'il est petit. Appelle, écris, commence, essaie. L'action est l'antidote de la paralysie. Plus tu attends, plus la peur se renforce. L'action l'affaiblit, l'expose, la brise. Le stoïcien ne cherche pas de garantie, il cherche un but. Il ne reste pas à attendre le moment idéal parce qu'il comprend que le moment idéal n'existe pas. Il le construit avec ce qu'il a où il est et comme il peut. Agir sans hésiter, c'est prendre le contrôle total de ta vie. Cesser d'être spectateur pour devenir le protagoniste. Et cela demande du courage, mais aussi de l'humilité. Du courage pour avancer sans connaître le résultat, et de l'humilité pour accepter les erreurs qui viennent. Le monde est plein de gens qui pensent, mais il manque de gens qui agissent. Tout le monde veut des résultats, mais peu de gens bougent avec détermination. La différence n'est pas dans le talent, elle est dans le mouvement. Quand tu oses agir sans attendre l'approbation, quelque chose change en toi, tu récupères le pouvoir. Parce que l'action ne transforme pas seulement l'extérieur, elle reconfigure aussi l'intérieur. Elle te montre que tu peux, que la peur n'était qu'une ombre et que le doute était une illusion créée par l'inaction. Le stoïcisme ne te demande pas d'agir par impulsion, mais d'agir avec intention. Pense juste et bouge autant que nécessaire. Chaque action consciente te rapproche de la sérénité, car elle te sort du labyrinthe mental. Agir sans hésiter est une forme de respect de soi. C'est te dire à toi-même, je fais confiance à mon jugement, je fais confiance à ma force, je fais confiance à ma capacité de corriger si je fais une erreur. Parce que le véritable échec n'est pas d'agir mal, mais de ne jamais agir. Et quand tu comprends cela, tu découvres que le doute n'existe que tant que tu le permets. 4. Renouvelle ta journée. Chaque aube est comme une feuille blanche, mais la plupart commencent la journée avec les mêmes tâches que la veille. Ils se réveillent en pensant à ce qui a mal tourné, à ce qu'ils n'ont pas réussi, à ce qui les a blessés. Ils répètent mentalement les erreurs, les disputes, les frustrations, puis se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Si la pensée répète le passé, la journée répète l'histoire. C'est pourquoi le stoïcisme enseigne que chaque jour doit être vécu comme une nouvelle opportunité de recommencer à zéro. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de cesser de le porter. Renouveler votre journée est un acte de pouvoir mental. C'est dire, aujourd'hui, je ne vais pas laisser mon passé décider pour moi. L'esprit aime répéter des schémas, mais vous pouvez les briser. Vous pouvez commencer chaque matin avec une intention claire, plutôt qu'une pensée automatique. Les stoïciens le faisaient par la réflexion matinale. Ils se préparaient pour la journée comme un soldat aiguise son épée avant la bataille.
Il ne s'attendait pas à ce que les choses soient faciles, il s'entraînait à répondre avec calme et détermination. Le renouvellement ne se produit pas avec des mots, il se produit avec des décisions. Il commence dans les premières minutes de la journée, lorsque vous choisissez si vous allez remplir votre esprit de distraction ou de direction. Si la première chose que vous faites en vous réveillant est de vérifier votre téléphone, vous avez déjà donné votre attention au monde. Si en revanche, vous choisissez de respirer, de remercier et d'établir un but, vous revendiquez votre pouvoir mental. C'est à ces moments que se définit le cours de toute la journée. Marc Aurèle écrivait chaque matin, en se rappelant que rien d'extérieur ne pouvait lui voler sa tranquillité. Il savait que l'esprit a besoin d'être dirigé avant de faire face au chaos. Renouveler votre journée signifie exactement cela. Vous reprogrammez avant de sortir dans le monde. Vous ne pouvez pas contrôler les imprévus, mais vous pouvez contrôler votre réponse à eux. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous irriter, mais vous pouvez décider de ne pas porter cette énergie toute la journée. Le contrôle de l'esprit commence par les petits choix quotidiens. Le problème est que la plupart des gens ne vivent pas leur journée, ils les survivent. Ils se traînent de devoir en devoir, sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils construisent. Le stoïcisme invite à faire le contraire, s'arrêter, observer et se demander si vous vivez ou si vous réagissez simplement. Chaque jour que vous répétez sans conscience est une opportunité gaspillée. Mais chaque jour que vous choisissez avec intention devient une pierre de plus dans la construction de votre sérénité. Renouveler votre journée, c'est aussi apprendre à lâcher prise avant de dormir. Les stoïciens pratiquaient la révision nocturne. Ils réfléchissaient à leurs actes sans culpabilité, juste pour s'améliorer. Ainsi, ils fermaient les cycles mentaux et permettaient au jour suivant de commencer libre de charges émotionnelles. Vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, juste quelques minutes d'honnêteté avec vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je ne veux pas répéter demain? Cette simple pratique réentraîne votre esprit à apprendre sans se punir. Lorsque vous apprenez à renouveler votre journée, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de nouveaux départs chaque année, juste de nouvelles décisions chaque matin. La vie change lorsque vous changez votre façon de commencer. Chaque aube peut être une victoire silencieuse, si vous choisissez de diriger votre esprit avant que le monde ne le fasse pour vous. Et lorsque cela devient une habitude, la confusion se dissipe, l'énergie s'ordonne et la clarté apparaît. Renouveler votre journée est plus qu'une pratique stoïcienne. C'est une déclaration de liberté. C'est dire au passé qu'il ne commande plus, à la peur qu'elle ne décide plus et au chaos qu'il n'a pas accès à votre paix. 5. Garde ton calme. Le calme est comme un feu inversé. Il ne brûle pas, mais consume ce qui ne sert à rien. Celui qui le maîtrise peut traverser des tempêtes sans perdre sa direction. Mais celui qui le perd, même s'il fait beau, se sent pris au piège dans le chaos. Garder son calme ne signifie pas être dépourvu d'émotions, mais apprendre à les contrôler. C'est l'art de rester debout quand tout chancelle, de penser clairement quand les autres crient et de décider avec précision quand tout semble incertain. Nous vivons à une époque où la rapidité est de mise. Tout exige une réponse immédiate, et celui qui ne réagit pas rapidement semble être laissé pour compte. Cependant, ce qui détruit le plus n'est pas le mouvement, mais le mouvement sans contrôle. Le stoïcien comprend que la véritable force n'est pas dans la réaction, mais dans le choix du moment et de la manière de réagir. Chaque fois que tu parviens à garder ton calme, tu désarmes l'urgence du monde et reprends le contrôle de ton esprit. Le calme est un pouvoir invisible. Il ne se montre pas, il se ressent. Dans une discussion, celui qui conserve son calme a l'avantage. Dans une crise, celui qui ne se laisse pas emporter par le désespoir voit des opportunités là où les autres ne voient que le chaos. Le calme est la stratégie des sages, la défense des forts et le refuge de ceux qui ne cherchent pas à gagner en criant, mais à vaincre en comprenant. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient de l'ordre intérieur. Cela signifie que le calme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque ton esprit est en ordre, le bruit extérieur perd de sa puissance. Pratiquer le calme,
n'est pas fuir le conflit, c'est l'affronter sans perdre son sang-froid. C'est regarder le feu et décider de ne pas l'alimenter. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu donnes ton énergie. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu la récupères. Cette différence, bien que petite, définit ton équilibre. Garder son calme est une forme de maîtrise de soi. Tout le monde ne peut pas le faire car cela demande de la patience, de l'autocontrôle et de la pratique. Mais celui qui y parvient cesse d'être manipulé par son environnement. Il n'est plus l'esclave de la provocation ou de la peur, il devient maître de lui-même. Lorsque quelque chose te perturbe, souviens-toi, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu en fais et la réponse que tu choisis. Le calme ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Il se construit chaque fois que tu choisis de ne pas discuter, de ne pas te précipiter, de ne pas tomber dans le piège de l'émotion d'autrui. Chaque respiration consciente, chaque silence bien utilisé, chaque pause avant d'agir est une victoire. Le calme n'est pas passivité, c'est une action contrôlée. C'est l'esprit qui observe avant de bouger, qui analyse avant de répondre, qui sait quand parler et quand se taire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Le stoïcien n'évite pas le conflit, il ne laisse simplement pas le conflit le contrôler. Et cette capacité le rend impossible à manipuler. Dans un monde plein de bruit, le calme est une rébellion. C'est la décision de ne pas perdre son sang-froid pendant que les autres s'épuisent à essayer d'avoir raison. C'est regarder le chaos et décider de maintenir l'équilibre. Et lorsque tu le pratiques chaque jour, tu remarques quelque chose de différent. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils cessent d'avoir du pouvoir sur toi. Parce que le calme ne change pas les circonstances, il change celui qui les affronte. Et lorsque tu changes, tout commence à s'organiser autour de toi. Garder son calme n'est pas se rendre, c'est apprendre à maîtriser la tempête depuis le silence. 6. Chercher la vertu, pas l'approbation. L'approbation est comme une ombre. Plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne. Mais quand tu avances sans la chercher, elle te suit seule. La plupart des gens vivent en essayant d'être acceptés par tous, en ajustant leur façon d'être à ce que les autres attendent. Cependant, celui qui vit en cherchant l'approbation finit par oublier qui il est. Le stoïcisme enseigne que la véritable mesure de la valeur ne réside pas dans les applaudissements extérieurs, mais dans la cohérence intérieure. Ce qui te donne la paix n'est pas de plaire à tout le monde, mais de savoir que tu as agi avec vertu. L'approbation est une fausse monnaie que le monde t'offre en échange de ton authenticité. Chaque fois que tu changes ton comportement pour plaire, tu cèdes une partie de toi. Aujourd'hui, les gens publient, donnent leur avis et agissent non pas par conviction mais par peur d'être ignorés. Mais le respect qui naît de l'apparence est fragile, tandis que le respect qui naît de la vertu est indestructible. Celui qui vit de la vertu n'a rien à prouver, car sa vie est déjà la preuve. Chercher la vertu ne signifie pas être parfait, mais agir avec intention et droiture, même quand personne ne te regarde. La vertu est ta boussole morale, le centre qui te maintient ferme lorsque les opinions du monde veulent te détourner. Sénèque disait que celui qui se soucie plus de ce que pensent les autres que de ce qu'il pense lui-même a fait des autres ses juges. Cette phrase résume un principe essentiel. Celui qui vit pour l'approbation meurt par la critique. La vertu ne cherche pas les likes, elle cherche la cohérence. C'est faire ce qui est juste même si personne ne le reconnaît. C'est choisir le silence quand tu sais que la discussion ne mène à rien. C'est tenir parole même quand personne ne t'y oblige. La vertu ne se mesure pas en paroles, elle se mesure en actes. Et chaque acte, aussi petit soit-il, façonne le caractère. Quand tu vis de la vertu, les opinions cessent d'être un fardeau. Tu n'as pas besoin de te défendre, car ta conduite parle pour toi. Le monde te pousse à te comparer, à suivre les tendances, à paraître réussi. Mais le stoïcien se concentre sur ce qui compte vraiment. Être intègre, pas populaire. L'intégrité n'a pas de témoin, mais elle a du poids. Elle te donne une sérénité que l'approbation ne pourra jamais te donner. Parce que quand tu agis à partir de la vertu, tu sais que même si personne ne le remarque, tu as fait ce qui est juste. Cette certitude est plus précieuse que n'importe quel éloge. L'approbation externe change avec le vent, mais la vertu demeure.
Aujourd'hui on t'applaudit, demain on t'oublie. Aujourd'hui on te critique, demain on t'imitera. Je ne peux pas baser ton identité sur quelque chose d'aussi instable. La seule chose solide est ton caractère. Et le caractère se forge quand tu choisis d'être fidèle à tes principes, même si cela te laisse seul pour un moment. Chercher la vertu, c'est choisir la difficulté quand le confort t'appelle. C'est dire la vérité quand mentir serait plus facile. Et c'est garder son calme quand on te provoque. C'est être juste, prudent et fort, non pas parce que quelqu'un l'attend de toi, mais parce que c'est ce qui te rend libre. La vertu est le bouclier qui protège ta paix intérieure du jugement d'autrui. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier l'approbation et tu commences à te respecter. Tu n'agis plus pour être vu, tu agis parce que tu sais qui tu es. Et cette assurance ne peut pas être manipulée. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à être utile. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche un but. Parce qu'au final, le seul regard qui compte vraiment est le tien. La vertu n'a pas besoin de témoins, elle a besoin de pratique. Et celui qui vit dans la vertu, même si le monde ne le comprend pas, vit en liberté. 7. Sois l'architecte de votre esprit. L'esprit est comme une maison en construction. Chaque pensée est une brique, chaque émotion une fondation, et chaque décision un design qui se reflète dans votre vie. Mais la plupart des gens vivent dans une maison qu'ils n'ont pas construite, édifiée, avec les croyances héritées, les peurs des autres et les voix du passé. Être l'architecte de votre esprit signifie prendre le contrôle du design intérieur de votre pensée. Ne pas laisser les autres décider à quoi doivent ressembler vos fondations mentales, mais redessiner votre structure avec vos propres mains, avec vos propres idées et avec votre propre conscience. Tout commence par une question. Qui a construit la façon dont vous pensez ? Si vous observez bien, vous découvrirez qu'une grande partie de votre esprit a été façonnée par l'environnement, par ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant, par ce que vous craigniez de perdre ou ce que vous vouliez prouver. Mais il arrive un moment où vous devez démolir ce qui ne sert pas, nettoyer les décombres et ériger une nouvelle structure plus forte, plus consciente et plus à vous. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Votre esprit peut être remodelé si vous apprenez à l'observer sans vous identifier à lui. Chaque pensée que vous acceptez sans analyser devient une partie de vos murs mentaux. Et ces murs peuvent vous protéger ou vous emprisonner. C'est pourquoi la première étape de l'architecte mental est l'observation. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Lorsque vous commencez à regarder vos pensées pour ce qu'elles sont, des idées passagères, pas des vérités absolues, vous commencez à reprendre le pouvoir. Marc Aurèle le savait, ta vie est l'œuvre de tes pensées. Si tu penses avec ordre, tu vis avec direction. Si tu penses avec chaos, tu vis perdu. Être l'architecte de ton esprit implique aussi de la discipline. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut concevoir le changement. Chaque matin, vous pouvez décider avec quels matériaux vous construirez votre journée. Des pensées de doute ou des pensées d'action, des émotions de plainte ou des émotions de gratitude. Tout ce que vous permettez dans votre esprit devient la matière première de votre réalité. Celui qui ne contrôle pas sa pensée finit par construire sa ruine avec ses propres mains. L'esprit sans guide devient comme une maison abandonnée. La poussière du passé la recouvre, les infiltrations de peur l'endommagent et les voies de l'environnement se faufilent par chaque fissure. Mais lorsque vous prenez le contrôle, vous commencez à réparer. Vous fermez les portes de la pensée négative, ouvrez les fenêtres de la compréhension et renforcez les fondations avec vertu et but. Le processus n'est ni rapide ni facile, mais chaque amélioration interne se reflète à l'extérieur. La sérénité ne s'impose pas, elle se construit brique par brique. Le stoïcisme enseigne que l'ordre extérieur commence par l'ordre intérieur. Si votre esprit est désordonné, votre vie le sera aussi. Mais si vous apprenez à structurer votre pensée avec clarté, le chaos extérieur perd de sa force. Vous ne pouvez pas décider de tout ce qui se passe, mais vous pouvez décider comment l'interpréter et ce choix reconfigure votre architecture mentale. Les adversités cessent d'être des fissures et deviennent des renforts. Les chutes cessent d'être des ruines et se transforment en apprentissage.
Être l'architecte de votre esprit signifie cesser de vivre de manière réactive et commencer à vivre de manière intentionnelle. C'est écrire vos propres plans mentaux et vérifier chaque jour si vous construisez ce que vous voulez vraiment habiter. Votre esprit est votre refuge ou votre tempête, vous décidez lequel il sera. Le stoïcien ne délègue pas ce pouvoir, il l'assume avec responsabilité. Et même si le travail est silencieux, le résultat est visible, un esprit solide, propre et stable. Oui, concentre ton énergie sur l'essentiel. L'être humain est comme une rivière qui se disperse en 1000 directions, perdant de la force jusqu'à devenir un mince filet d'eau. Mais lorsqu'il concentre son cours, il a le pouvoir de déplacer des montagnes. Il en va de même pour l'esprit. Lorsqu'il est dispersé, il s'épuise. Lorsqu'il est concentré, il devient irrésistible. Concentrer son énergie sur l'essentiel, ce n'est pas faire moins, c'est faire avec un but. Le stoïcisme enseigne que la véritable efficacité ne consiste pas à remplir ses journées d'activité, mais à diriger son action vers ce qui compte vraiment. Chaque jour, tu donnes ton énergie à quelque chose ou à quelqu'un. La question est, à quoi la donnes-tu? Beaucoup vivent épuisés, non pas à cause d'un excès de travail, mais à cause d'un manque de direction. Ils sautent d'une préoccupation à une autre, réagissent à tout ce qui se passe, et lorsque la nuit tombe, ils ont l'impression de n'avoir rien accompli. La cause n'est pas la fatigue physique, mais la dispersion mentale. Un esprit qui ne sait pas prioriser se noie dans le trivial et oublie l'essentiel. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas tout faire, ni être partout. Il sait que son pouvoir réside dans le choix. C'est pourquoi il choisit ses batailles, ses mots et ses pensées. Il comprend que chaque impulsion mal dirigée est une fuite d'énergie. Épictète l'expliquait clairement. Si tu veux t'améliorer, accepte que certaines choses te paraissent insignifiantes. Tout ne mérite pas ton attention et tout problème n'a pas besoin d'une réponse immédiate. La sagesse consiste à discerner ce qui mérite ton énergie de ce qui cherche simplement à la drainer. Concentrer ton énergie sur l'essentiel nécessite du détachement. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête d'essayer de tout contrôler. Arrête de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Lorsque tu concentres ton énergie sur ce qui dépend de toi, le bruit extérieur perd de sa puissance. Les gens confondent mouvement et progrès, mais se déplacer sans direction ne génère que de la fatigue. Le véritable progrès se produit lorsque tu décides ce que tu dois ignorer, ce que tu dois lâcher et à quoi tu dois te consacrer entièrement. L'esprit concentré voit clairement. Alors que les autres se distraient en surface, tu travailles en profondeur. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que ton action parle pour toi. Concentrer ton énergie sur l'essentiel ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie apprendre à choisir consciemment. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action a un coût énergétique. Si tu dépenses ta force sur ce qui ne te construit pas, tu n'auras rien pour ce qui le fait. Le monde t'invite constamment à te disperser, à consommer, à réagir, à compétir. Mais le sage sait quand s'arrêter et revenir au centre. Le calme naît de la concentration, et la concentration naît de la clarté. Lorsque tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le fais, ton énergie cesse d'être un feu incontrôlé et devient une flamme constante. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus d'intention. Concentrer l'énergie implique aussi de la protéger. Toutes les conversations ne méritent pas une réponse. Toutes les personnes ne méritent pas d'avoir accès à ton esprit. Apprends à dire non sans culpabilité, à te retirer sans explication et à garder le silence lorsque le bruit n'apporte rien. C'est la manière la plus pratique de conserver ton pouvoir. L'essentiel ne crie jamais, il est toujours silencieux en attendant que tu le regardes. Le stoïcisme ne t'apprend pas à tout faire, mais à faire ce qui compte. Si chaque jour tu concentres ton énergie sur ce qui nourrit ton esprit, renforce ton caractère et donne un sens à ta vie, tu verras comment le chaos perd de sa force. Tu n'as pas besoin de dominer le monde, juste de maîtriser ton focus. Car celui qui apprend à diriger son énergie trouve la clarté que beaucoup cherchent toute leur vie. Et à ce stade, lorsque tu te concentres uniquement sur l'essentiel,
tu découvres que moins a toujours été plus. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il n'attaque pas ta valeur, il cherche à accéder à ton esprit. Les mots ne deviennent des armes que lorsque tu les laisses entrer. Chaque critique, chaque moquerie ou tentative d'humiliation est en réalité un test de pouvoir. Et celui qui réagit en premier perd. Parce qu'au moment où tu réponds avec colère ou justifies ta position, tu ne contrôles plus la conversation, tu es contrôlé. Maîtriser psychologiquement une attaque ne consiste pas à être froid ou distant, mais à avoir un esprit si stable que rien ne parvient à perturber ton centre. Les attaques verbales ne sont pas personnelles. Elles sont des projections d'insécurité, d'envie ou du besoin de sentir le contrôle. Comprendre cela est la première étape pour désactiver toute provocation. Cette vidéo t'apprendra une stratégie basée sur deux esprits maîtres, la logique de Machiavel et la sérénité des stoïciens. Machiavel comprenait que le pouvoir se maintient avec l'intelligence, pas avec l'émotion. Les stoïciens savaient que l'âme forte ne réagit pas, elle répond. En unissant ces deux perspectives, naît une méthode qui transforme chaque tentative d'agression en une opportunité de démontrer le contrôle, l'autorité et la force intérieure. Tout au long de ce voyage, tu apprendras 3 mouvements fondamentaux: refléter, dévier et recadrer. Refléter signifie ne pas réagir, garder son calme et utiliser le silence comme une arme. Dévier implique de rediriger l'attention de l'agresseur vers son propre comportement. Et recadrer, c'est prendre le contrôle total de la situation en redéfinissant l'attaque comme quelque chose d'insignifiant. Ce n'est pas une vidéo sur la défense, mais sur la domination. Il ne s'agit pas de fuir le conflit, mais d'apprendre à le transformer en une démonstration de pouvoir psychologique. Reste jusqu'à la fin car après cela, personne n'aura plus de pouvoir sur tes émotions. 1. Réfléchis avec un silence calculé. Le feu s'éteint lorsqu'il ne trouve pas d'oxygène. De la même manière, une attaque verbale s'éteint lorsqu'elle ne reçoit pas ta réaction. La plupart des gens s'enflamment à la première étincelle, ils se défendent, crient, expliquent, justifient et sans s'en rendre compte, donnent du pouvoir à l'agresseur. Chaque mot que tu lances dans un moment d'impulsion devient une brique que l'autre utilise pour construire sa domination sur toi. C'est pourquoi le premier mouvement pour dominer psychologiquement celui qui te provoque n'est pas de répondre, mais de réfléchir avec silence. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une stratégie. C'est la pause qui déconcerte, qui désarme, qui révèle qui a vraiment le contrôle. Quand quelqu'un essaie de t'humilier ou de te provoquer, il attend une réaction émotionnelle. Il veut voir s'il peut bouger tes émotions comme un marionnettiste. Mais quand il n'y parvient pas, quand tu restes immobile, observant, sans te perturber, le malaise change de côté. Celui qui lance l'attaque commence à sentir le poids de sa propre insécurité, son besoin d'attention devient évident, son masque se fissure. À ce moment-là, le pouvoir change de main. Tu n'as rien fait et pourtant tu as gagné. Le silence calculé ne signifie pas te réprimer ni rester passif. Cela signifie penser avant de parler, observer avant d'agir et choisir avec précision quand il vaut la peine de dépenser de l'énergie. C'est une démonstration de maîtrise de soi si forte que pour beaucoup, elle est intimidante. Machiavel disait que l'homme prudent agit peu et observe beaucoup, car chaque mot inutile peut être utilisé contre lui. Les stoïciens, quant à eux, enseignaient que celui qui maîtrise ses impulsions maîtrise son destin. Cette union entre stratégie et sérénité est ce qui définit le véritable maître psychologique. Pense au silence comme à un miroir. Quand quelqu'un t'attaque, ce que tu reflètes ne doit pas être ton émotion, mais la sienne. S'il crie, que son écho se perde dans ton calme. S'il te ridiculise, que sa voix se noie dans ta composture. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car le silence, lorsqu'il est bien soutenu, crie plus fort que n'importe quelle défense. Un silence ferme, accompagné d'un regard stable, dit « Tu ne peux pas me perturber », et cela pour celui qui cherche à te provoquer est une défaite humiliante. Le pouvoir du silence réside dans ce qu'il génère. Tu ne l'utilises pas pour éviter les conflits, mais pour les diriger. Quand tu te tais avec intention, tu forces l'autre à se voir lui-même, tu le forces à affronter son propre vide.
Cette pause que tu crées devient un espace psychologique où l'esprit de l'agresseur commence à travailler seul, à se justifier, à vaciller. Il n'y a pas de punition plus forte que de faire face à l'écho de sa propre intention et de voir qu'elle n'a pas eu d'effet. Le silence protège aussi ton esprit. Il t'empêche de réagir impulsivement, de dire quelque chose que tu regretteras plus tard, de donner ton énergie à celui qui ne la mérite pas. Il te permet d'analyser, de rester ferme, de répondre si nécessaire, mais à partir de la raison, pas de l'émotion. Parce que celui qui maîtrise son silence maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit ne peut pas être manipulé. La prochaine fois que quelqu'un te provoquera, souviens-toi de ceci. Le pouvoir n'est pas dans la réponse, mais dans le choix de quand le faire. Le silence n'est pas une reddition, c'est le contrôle. Celui qui se tait avec intention n'est pas faible, il est stratégique. Réfléchir avec un silence calculé, c'est devenir un mur face aux offenses. C'est dire sans mots « je sais qui je suis » et je n'ai pas besoin de le prouver. C'est le genre de présence qui impose le respect même sans élever la voix. Parce que pendant que les autres dépensent leur énergie à crier, tu t'occupes de quelque chose de plus important. Garder le pouvoir entre tes mains. 2. Observe comme un analyste. Un prédateur n'attaque pas sur un coup de tête, il observe, calcule, attend le moment précis où sa proie baisse sa garde. Tu dois faire de même, mais sans violence, avec intelligence. La plupart des gens réagissent instantanément, poussés par l'émotion, sans prendre le temps d'analyser ce qui se passe réellement. Mais celui qui veut maîtriser psychologiquement une attaque doit devenir un observateur, pas un participant. Tu dois voir le conflit de haut, comme si tu regardais une partie d'échecs entre deux inconnus, même quand l'un d'eux est toi. Quand quelqu'un te provoque, ne réponds pas tout de suite, observe. Observe son ton, ses gestes, ses mots. Derrière chaque attaque se cache une intention, et si tu apprends à la détecter, tu cesses d'être la cible et tu deviens l'évaluateur. Cette personne veut une réaction émotionnelle, elle cherche à prouver son pouvoir sur toi. Mais quand tu la regardes calmement, comme un analyste qui étudie un comportement humain, tu as déjà gagné la moitié de la partie. Parce que tu ne ressens pas, tu comprends. Et la compréhension bat toujours l'impulsion. L'analyse te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Pendant que quelqu'un te crie dessus ou essaie de te manipuler, tu es en train de décrypter ce qui se passe réellement. La peur déguisée en agression, l'insécurité déguisée en arrogance, la frustration cachée derrière un sourire sarcastique. Toute attaque a une origine, et celui qui observe attentivement peut la détecter avant qu'elle ne fasse de mal. C'est la différence entre un esprit impulsif et un esprit stratégique. Le premier réagit, le second domine. Machiavel disait que le pouvoir appartient à celui qui comprend les motivations humaines mieux que les autres. Et les stoïciens étaient d'accord. Le sage ne se laisse pas emporter par les apparences, il cherche la racine. Chaque provocation est un miroir de la personne qui la lance, pas de celle qui la reçoit. Si quelqu'un a besoin de t'humilier pour se sentir supérieur, tu vois déjà sa faiblesse. Si quelqu'un t'attaque en public, il cherche la validation. Si quelqu'un critique souvent, il vit dans la frustration. Celui qui observe comprend, et celui qui comprend ne se perturbe pas. Être analyste au milieu du conflit signifie entraîner ton esprit à traiter ce qui se passe en temps réel, sans perdre son calme. Respire, regarde, pense. Ne te laisse pas piéger par les mots. Regarde les émotions qui les soutiennent. Le langage corporel, la tension dans la voix, le regard qui évite le contact, tout parle plus que le discours. Apprends à lire entre les lignes, à détecter le véritable message caché derrière le bruit. Parce que quand tu sais ce qui motive réellement quelqu'un, tu peux prévoir son prochain mouvement, et alors tu as le contrôle. Observer ne signifie pas rester immobile, cela signifie se préparer. L'analyse te donne du temps, et le temps te donne du pouvoir. Pendant que les autres dépensent de l'énergie à discuter, tu es en train de recueillir des informations. C'est ce qui fait que les gens s'arrêtent, qu'ils perçoivent de l'autorité dans ta voix, parce que tu ne parles pas pour réagir, tu parles pour diriger. L'observation est aussi une forme de protection émotionnelle. Quand tu te concentres sur l'analyse, ton cerveau cesse d'agir par instinct et passe au raisonnement.
Tu ne le prends pas personnellement, tu l'étudies. Et en le faisant, tu transformes la provocation en un exercice mental, pas en une attaque. Tu restes intact, parce que l'analyste ne s'offense pas, l'analyste apprend. C'est ainsi que l'on gagne sans combattre, avec un esprit froid, un regard ferme et une compréhension profonde. Observe celui qui t'attaque, et tu verras qu'il ne te détruit pas, il se révèle. Chaque mot, chaque geste est un indice de son insécurité. 3. Coupe le carburant émotionnel. Un feu de camp ne brûle que tant que quelqu'un continue à y jeter du bois. Quand tu arrêtes de l'alimenter, il s'éteint tout seul. Il en va de même pour toute attaque verbale ou provocation. Elle a besoin de ton énergie émotionnelle pour rester vivante. Celui qui cherche à te perturber ne veut pas une conversation, il veut une réaction. Si tu la lui donnes, tu perds le contrôle de la situation. Mais si tu ne le fais pas, il s'effondre dans sa propre tentative de pouvoir. La clé est de ne pas lui donner de carburant pour son feu. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, il le fait pour tester ta stabilité. Il te lance des mots dans l'espoir d'allumer une étincelle en toi, de te sortir de ton centre. Mais si tu ne réponds pas avec colère, si tu ne te justifies pas ni ne te défends, ce feu perd de l'oxygène. Il s'éteint, non pas parce que tu l'as éteint, mais parce que tu as cessé de faire partie du jeu. À ce moment-là, l'agresseur se retrouve face à son propre reflet, sa frustration, son insécurité, son impuissance. Et toi, sans bouger, tu deviens le miroir qui l'expose. Couper le carburant émotionnel ne signifie pas être froid ou indifférent, mais intelligent. Cela signifie comprendre que l'énergie émotionnelle est un pouvoir et que celui qui la contrôle domine la situation. Machiavel le disait clairement, « Celui qui peut dominer ses passions peut dominer les autres ». Les stoïciens, quant à eux, affirmaient que personne ne peut te blesser si tu ne lui donnes pas la permission. Tous deux étaient d'accord sur un point essentiel. Les émotions sont un terrain sacré et ne doivent être utilisées qu'avec un but. Imagine que quelqu'un t'insulte dans l'intention de te blesser. Tu peux réagir et entrer dans le cercle du conflit, ou tu peux rester calme et l'observer comme s'il s'agissait d'une expérience psychologique. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir concentré. Alors que l'autre crie, tu restes ferme, sans changer ton ton, sans perdre ton axe. Cette stabilité déconcerte, confond, désarme, parce que l'agresseur attendait du feu et a trouvé de la glace. Il attendait du chaos et a trouvé du contrôle. Et dans ce contraste, il perd toute sa force. Le contrôle émotionnel est le véritable art de la guerre mentale. On ne gagne pas avec des mots, mais avec de l'équilibre. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre impulsivement, tu entraînes ton esprit à être plus fort que tes émotions. Tu te dis à toi-même, je décide quand et comment réagir. Et cette phrase, même si tu ne la dis pas à haute voix, devient un bouclier. Parce que personne ne peut manipuler quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner. Quand tu ressens l'envie de réagir, fais une pause. Respire et rappelle-toi que l'autre n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. Ne lui donne pas tes émotions, ne lui donne pas ton énergie, ne lui donne pas ta paix. C'est ce qu'il cherche vraiment. Si tu te mets en colère, il gagne. Si tu te justifies, il gagne. Si tu te troubles, il gagne. Mais si tu restes serein, même s'il y a de la tension à l'intérieur, le message que tu envoies est clair. Ton tentative n'a pas fonctionné. Et cela fait plus mal que n'importe quelle réponse agressive. Couper le carburant émotionnel te donne aussi de la clarté. Cela te permet de penser avec précision, d'agir avec stratégie, de répondre seulement quand c'est nécessaire et à partir de la raison, pas de la blessure. C'est choisir la hauteur plutôt que le bruit, l'esprit plutôt que l'ego. Parce que celui qui domine son énergie domine la scène. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à t'allumer, rappelle-toi, le feu ne brûle que si tu t'approches. Reste tranquille, garde ton calme, ne nourris pas ce qui ne mérite pas de grandir. Laisse le bruit s'éteindre tout seul et que l'autre personne se noie dans sa propre tentative de te manipuler. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de détruire l'autre, mais de rester intact pendant que l'autre se détruit tout seul. C'est la manière la plus silencieuse, mais la plus efficace,
de démontrer une supériorité psychologique. 4. Dévie avec des questions précises. Un boxeur intelligent ne bloque pas chaque coup, il les redirige. Il utilise la force de son adversaire contre lui, le fait échouer jusqu'à ce qu'il s'épuise. Il en va de même avec les mots. Lorsque quelqu'un t'attaque, tu n'as pas besoin de lever un mur, ni de contre-attaquer avec colère. Il te suffit de rediriger le coup intelligemment. Les questions sont tes mouvements de défense active, ta façon de transformer l'agression en confusion. Poser des questions est une forme de contrôle psychologique, car celui qui pose des questions guide. Lorsque quelqu'un te lance une critique, la plupart des gens répondent en se justifiant ou en discutant. Mais tu n'es pas là pour te justifier, tu es là pour dominer. Si on te dit « tu fais toujours tout mal », au lieu de répondre avec frustration, pose une question qui brise le schéma émotionnel. À quoi fais-tu exactement référence? Cette simple phrase désactive l'attaque, l'oblige à s'expliquer, à réfléchir, à reculer. La personne qui voulait te dominer doit maintenant rationaliser son impulsion. Et dans ce processus, elle perd le contrôle. Le pouvoir des questions réside dans leur précision. Elles ne sont pas posées pour te défendre, mais pour exposer le manque de logique de l'autre. Si quelqu'un te dit quelque chose sur un ton moqueur, demande-lui calmement. Est-ce que tu dis ça sérieusement ou est-ce que tu plaisantes? Cette question, prononcée calmement, coupe la tension comme une épée. Elle l'oblige à se définir, à assumer sa position. La plupart des provocateurs ne résistent pas à la clarté, car leur pouvoir réside dans le chaos, pas dans la vérité. Lorsque tu les confrontes avec un esprit ordonné, ils manquent d'air. Dévier avec des questions est une technique qui combine la ruse de Machiavel avec la tempérance du stoïcisme. Machiavel disait que la meilleure défense contre un ennemi n'est pas la force, mais la confusion. Les stoïciens enseignaient que celui qui garde son calme dans le chaos a déjà gagné. En unissant ces deux idées, tu parviens à dominer toute interaction sans perdre ton sang-froid. Ce n'est pas que tu ignores l'autre, c'est que tu l'obliges à sortir de son terrain émotionnel et à entrer dans le tien, celui de la logique, du calme et de la stratégie. Pense aux questions comme à des miroirs. Tu ne les poses pas pour comprendre l'autre, mais pour que l'autre se voie lui-même. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, ne réagis pas, pose simplement une question. Pas sur un ton défiant, mais avec sérénité. Presque comme si tu étais vraiment intéressé par sa réponse. Pourquoi penses-tu cela? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce ton opinion ou répètes-tu quelque chose que tu as entendu? Des questions simples mais précises qui désarment même l'esprit le plus agressif. Cette méthode a un effet psychologique profond. L'attaquant, se sentant remis en question, passe de l'émotion à la raison, de l'offensive à la défensive. Son cerveau cesse de se concentrer sur la provocation et commence à traiter la question. Cette pause, ce microseconde de confusion, est ta victoire. Parce que pendant qu'il cherche à justifier son attaque, tu conserves ta sérénité intacte. Tu as redirigé le coup et l'as fait réfléchir, et à ce moment-là, le contrôle revient à toi. Dévier avec des questions te donne également le temps d'analyser. Pendant que l'autre essaie de répondre, tu observes son langage corporel, son ton, son insécurité. Tu obtiens des informations sans t'exposer. C'est une technique de pouvoir silencieux, un jeu mental où tu décides du rythme de la conversation. Tu n'as pas besoin de crier, juste de diriger calmement. Chaque provocation est une occasion de pratiquer cet art. Ne transforme pas une critique en bagarre, transforme-la en un interrogatoire contrôlé. Parce que celui qui pose des questions dirige. Celui qui réagit obéit. Et tu es ici pour diriger, pas pour obéir à l'impulsion de quelqu'un d'autre. 5. Exige de la spécificité. Les accusations vagues sont comme des ombres. Elles semblent grandes jusqu'à ce que tu les éclaires. Quand quelqu'un te critique de manière générale, il ne cherche pas à construire, il cherche à contrôler. Celui qui dit « tu fais toujours tout mal » ou « personne ne te supporte » ne décrit pas la réalité. Il essaie de te manipuler émotionnellement. L'antidote est simple mais puissant, exige de la clarté. La spécificité est la lumière qui dissout les ombres. Quand on te lance une attaque enveloppée de mots flous, ne la reçois pas. Demande-lui de la forme. Demande sans colère, d'une voix ferme. Quelle partie exactement ai-je mal faite?
Ou à quelle situation te réfères-tu? En faisant cela, tu forces l'autre à sortir du terrain émotionnel et à entrer dans le rationnel, où tu as l'avantage. Les personnes agressives prospèrent dans le chaos, mais s'effondrent quand on leur demande des détails. Parce que derrière leur attaque, il n'y a presque jamais de faits, seulement des émotions, des perceptions et des désirs de domination. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la précision. Les dirigeants qui parlaient en généralité étaient facilement manipulables, tandis que ceux qui demandaient des détails étaient craints parce qu'ils ne se laissaient pas tromper par l'ambiguïté. Les stoïciens, des siècles auparavant, enseignaient quelque chose de similaire, que la vérité se trouve dans ce qui peut être observé clairement, pas dans ce qui est supposé. En exigeant de la spécificité, tu ne te protèges pas seulement, tu révèles aussi le vide du discours de l'autre. Chaque fois que tu demandes de la précision, tu envoies un message psychologique clair. Tu ne me laisses pas manipuler par les émotions. J'ai besoin de faits. Et cela met mal à l'aise ceux qui vivent du drame, car le drame ne peut pas survivre sans exagération. Si quelqu'un te dit « tu n'écoutes jamais », ne te justifie pas. Demande « quand a été la dernière fois que j'ai parlé et que tu ne m'as pas écouté ?» Cette simple phrase désarme. Il n'y a pas de réponse sans preuve. Il est obligé de faire face à l'incohérence de son attaque. Et s'il essaie d'esquiver, sa faiblesse devient visible pour tous. La spécificité est le pouvoir parce qu'elle te place sur un terrain solide. Alors que l'autre se déplace entre les émotions, tu marches sur des faits. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, il suffit d'exiger de la clarté. Cette méthode a aussi un effet secondaire important, elle calme ton esprit. Au lieu d'absorber l'attaque, tu la transformes en un processus logique. Tu arrêtes de ressentir et tu commences à penser. Et quand tu penses, tu reprends le contrôle. Demander des détails change aussi la dynamique de la conversation. L'attaquant cesse d'avoir le rôle de juge et devient l'interrogé. Tu n'es plus sur la défensive, tu analyses. Et pendant qu'il essaie de construire des arguments pour soutenir sa critique, il se rend compte qu'il n'en a pas. La conversation s'inverse. Le pouvoir change de place. Tu n'es plus la cible, tu es l'observateur qui détecte les incohérences et domine le rythme. Il ne s'agit pas de montrer sa supériorité, mais de maintenir sa dignité. Personne n'a le droit de t'attaquer sans fondement. La clarté n'est pas une agression, c'est du respect de soi. Demander de la précision, c'est dire sans le dire. Tu ne vas pas me manipuler avec des mots vides. C'est une façon d'établir des limites sans crier, de te défendre sans perdre ton sang-froid. Parce que celui qui demande des faits montre de la sécurité. Et celui qui s'irrite face à cette demande montre de l'insécurité. La prochaine fois que quelqu'un te critique sans fondement, ne te précipite pas pour te défendre. Respire et demande calmement « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Ou peux-tu me donner un exemple? S'il n'y a pas de réponse claire, l'attaque s'effondre d'elle-même. Personne ne peut soutenir un argument sans base. Et à ce moment-là, l'autorité revient à toi. C'est ainsi que l'on démantèle les provocations déguisées en opinion. 6. Recadrer le récit. Chaque mot qu'on vous lance cherche à modeler votre perception, à vous faire douter de vous-même et à placer la conversation sur un terrain émotionnel où l'autre a l'avantage. Mais le véritable pouvoir réside dans votre capacité à donner un autre sens à ce que vous entendez, à prendre le contrôle du sens et à ne pas permettre à quiconque de décider comment vous devez vous sentir. C'est cela, recadrer le récit. Changer la perspective, pas la réalité. Lorsque quelqu'un essaie de vous humilier ou de vous provoquer, il crée un cadre psychologique où vous semblez faible et lui se sent fort. Si vous entrez dans son jeu, vous perdez. Si vous changez l'angle sous lequel vous observez, tout s'inverse. Vous n'avez pas besoin de nier ce qu'il a dit, il suffit de le redéfinir. Si quelqu'un vous traite de froid, vous pouvez penser « je suis stable ». Si quelqu'un dit que vous avez changé, vous pouvez le comprendre comme une croissance. Cette réinterprétation est ce qui vous libère de son contrôle, car le pouvoir d'un mot dépend du sens que vous lui donnez. Les stoïciens enseignaient que la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de l'interprétation que vous en faites. Marc Aurèle a écrit qu'aucun mal ne peut vous atteindre si vous décidez de ne pas le considérer comme un mal.
Et Machiavel savait que celui qui contrôle les perceptions contrôle le pouvoir. Recadrer combine ces deux idées. C'est de l'intelligence émotionnelle avec une stratégie psychologique. Lorsque quelqu'un vous lance une critique, il le fait pour vous pousser à une réaction. Mais si vous répondez à partir d'un cadre différent, vous le déconcertez. Si quelqu'un vous dit « tu te crois meilleur que les autres » et que vous répondez calmement « non, je m'efforce simplement de me surpasser », vous avez pris le contrôle. La provocation se dégonfle parce qu'elle ne joue plus selon ses règles, mais selon les vôtres. Recadrer vous protège également de l'épuisement mental. Au lieu de vous épuiser à vous demander pourquoi on vous a attaqué, vous comprenez que l'attaque en dit plus sur l'autre que sur vous. Lorsque vous faites ce changement de perspective, la tension disparaît. Vous n'ignorez pas ce qui s'est passé, vous l'interprétez avec pouvoir. Vous voyez au-delà de l'impulsion et vous vous concentrez sur la racine. Appliquer ce principe est simple. Identifier l'attaque, observer son intention et changer le contexte. Si quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, répondez à partir de votre grandeur intérieure. S'il cherche à vous provoquer, montrez-lui votre calme. S'il veut vous confondre, montrez de la clarté. Le recadrage n'a pas besoin de mots. Parfois, un simple regard serein ou un léger sourire suffit pour montrer que sa tentative a échoué. Cette approche ne vous maintient pas seulement en contrôle, elle vous transforme également. Elle vous apprend à penser comme un stratège, pas comme une victime. Chaque provocation devient un exercice de maîtrise émotionnelle, chaque critique, une opportunité de renforcer votre esprit. Et avec le temps, les attaques perdent de leur poids, car votre cadre devient impénétrable. C'est ainsi que vous démontrez votre pouvoir sans crier, sans discuter, sans vous épuiser. En changeant le sens, vous changez le jeu. Celui qui vous offense espère vous contrôler. Lorsqu'il ne peut pas le faire, il s'affaiblit. C'est l'essence du recadrage. Ne pas permettre à l'autre de décider comment vous pensez, comment vous ressentez ou comment vous répondez. Au moment où vous prenez ce contrôle, la conversation cesse d'être une attaque et devient une démonstration silencieuse de votre force. Car la véritable maîtrise n'est pas dans la voix mais dans l'esprit qui choisit le cadre à partir duquel il interprète le monde. 7. Offre une sortie honorable. Frapper quelqu'un qui est acculé ne fait que le rendre plus dangereux. En revanche, lui offrir une porte de sortie peut transformer un ennemi en quelqu'un qui baisse sa garde. C'est l'essence de la stratégie psychologique. Comprendre que parfois, la meilleure façon de gagner n'est pas de détruire l'autre, mais de lui permettre de se retirer sans perdre complètement sa fierté. Celui qui sait offrir une sortie honorable démontre du contrôle, de l'intelligence et de la maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un t'attaque verbalement et que tu réponds avec agression, vous tombez tous les deux sur le même terrain. Mais si tu restes calme et lui donnes la possibilité de reculer sans l'humilier, tu changes complètement la dynamique. Il ne s'agit pas de pardonner ou de céder, mais de contrôler la fin du conflit. La plupart des attaques ne cherchent pas la vérité, elles cherchent une sensation de pouvoir. Et lorsque tu réussis à ce que l'autre conserve un peu de dignité pendant que tu maintiens le contrôle, la bataille se termine sans avoir besoin de détruire quoi que ce soit. Machiavel enseignait qu'un ennemi humilié devient un ennemi éternel. C'est pourquoi la véritable ruse n'est pas d'écraser mais de faire en sorte que l'autre se rende sans sentir qu'il a perdu. Les stoïciens voyaient quelque chose de similaire sous un autre angle. Le sage n'a pas besoin de démontrer sa victoire parce qu'il la porte en lui. Ils sont tous les deux d'accord sur un point essentiel. Le véritable contrôle réside dans l'esprit qui choisit la paix par décision, non par faiblesse. Offrir une sortie honorable peut prendre de nombreuses formes. Parfois c'est un changement de ton, une phrase qui adoucit la tension, un geste qui montre la maturité. Si quelqu'un te provoque, tu peux répondre avec sérénité. Ce n'est pas grave, je comprends ton point de vue. Cette phrase, dite sans ironie ni fierté, brise le cycle de l'hostilité. L'autre s'attendait à une guerre et a reçu de la retenue. Et dans cette retenue, il y a du pouvoir. Tu peux aussi le faire avec de l'intelligence émotionnelle. Si une personne te critique pour se démarquer, réponds-lui avec un compliment contrôlé. Tu as raison en partie, ton point de vue est également valide. Tu ne le fais pas pour flatter,
mais pour désamorcer la friction. Tu lui donnes une petite victoire apparente pendant que tu maintiens la position de contrôle. Tu le fais sortir du terrain de l'agression sans qu'il s'en rende compte. Et en le faisant, tu deviens celui qui guide l'interaction. Offrir une sortie honorable n'est pas toujours pour l'autre. Souvent, c'est pour toi. Parce que rester calme, ne pas prolonger une discussion, ne pas insister pour avoir le dernier mot, c'est une façon de préserver ton énergie. La victoire psychologique ne se mesure pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui conserve son équilibre. Chaque fois que tu décides de ne pas pousser plus loin que nécessaire, tu renforces ton pouvoir interne. Cette technique nécessite de la maturité, car l'ego voudra toujours gagner complètement, prouver que tu as raison. Mais l'ego ne cherche pas la paix, il cherche le drame. Le stratège, en revanche, cherche des résultats. Si tu réussis à terminer une conversation sans perdre le contrôle, sans nuire à ton image et sans devenir ce que tu détestes, alors tu as gagné. Ta sérénité vaut plus que n'importe quel triomphe superficiel. En pratique, offrir une sortie honorable signifie utiliser l'empathie comme outil tactique. Non pas parce que tu dois comprendre l'agresseur, mais parce que comprendre sa psychologie te donne un avantage. Un attaquant calmé est un attaquant désarmé. Si tu lui donnes une façon de se retirer sans perdre la face, son ego se calme et tu restes en contrôle de la clôture. Dominer un conflit n'est pas écraser l'autre, c'est savoir quand s'arrêter. C'est avoir la sagesse de reconnaître que tout ne se gagne pas en humiliant, mais en montrant du sang-froid. Parce que la véritable autorité ne cherche pas la destruction. Rite pratique jusqu'à ce que cela devienne automatique. L'esprit est comme une épée. Si on ne l'entraîne pas, il s'oxyde. Il ne suffit pas de connaître les stratégies, il faut les intégrer jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de toi, jusqu'à ce que ta réaction naturelle face à une provocation ne soit pas émotionnelle, mais stratégique. Dominer psychologiquement celui qui t'attaque n'est pas une question de chance ou d'intelligence innée, c'est une question de pratique constante. Celui qui entraîne son esprit quotidiennement arrive à un moment où il ne réagit plus, il agit. L'autocontrôle ne s'obtient pas en lisant des phrases motivantes, mais en affrontant des situations réelles et en apprenant à garder son calme encore et encore. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu renforces un muscle invisible appelé maîtrise. Chaque fois que tu fais une pause avant de répondre, tu programmes ton esprit pour agir à partir de la raison et non de la blessure. C'est un processus lent mais précis, comme le trempage de l'acier. Chaque coup de feu et d'eau le rend plus résistant. Au début, cela te coûtera. Tu ressentiras l'impulsion de te défendre, d'expliquer, de prouver que tu as raison. Mais si tu es constant, tu remarqueras le changement. Ce qui te perturbait auparavant cessera de t'affecter. Ce qui te faisait réagir avec fureur te semblera maintenant insignifiant. C'est le véritable signe de l'évolution. Lorsque le bruit extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur ton intérieur. Les stoïciens le savaient et le répétaient sans cesse. La vertu s'acquiert par la pratique quotidienne, non par la théorie. Machiavel, d'un autre angle, comprenait que le pouvoir n'est pas dans le fait d'agir bien une fois, mais de le faire toujours, sans faillir. La répétition disciplinée transforme le contrôle en réflexe. Tout comme un guerrier ne pense pas à comment brandir son épée parce que son corps le sait déjà, tu dois arriver à ce point avec ton esprit. Que face à une provocation, ton premier instinct soit le silence. Face à une attaque, ta première action soit d'observer, et face à une manipulation, ta première réponse soit le calme. Pratiquer cette maîtrise nécessite 3 étapes. D'abord, la conscience, détecter quand quelqu'un cherche à perturber ta paix. Ensuite, la pause. Ne pas répondre immédiatement, te donner quelques secondes pour réfléchir. Enfin, l'exécution. Appliquer la stratégie correcte, que ce soit refléter, dévier, recadrer ou simplement garder le silence. Lorsque tu répètes ce cycle encore et encore, ton esprit commence à agir seul, sans effort. C'est à ce moment-là que le contrôle devient un pouvoir naturel. La pratique te donne aussi un avantage psychologique sur les autres. Alors que la plupart se laissent emporter par leurs émotions, tu restes stable, prévisible uniquement pour toi.
Cette stabilité est perçue, ressentie. Les gens commencent à te traiter différemment parce que tu projettes le contrôle, et le contrôle inspire toujours le respect. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Mais atteindre ce niveau exige un engagement. Je ne peux pas entraîner ton esprit une semaine et espérer des résultats permanents. C'est une discipline quotidienne. C'est observé même dans les moments les plus petits, quand quelqu'un t'interrompt, quand quelque chose ne se passe pas comme tu le souhaites, quand quelqu'un te manque de respect. Chaque situation est un terrain d'entraînement. Chaque instant où tu choisis le calme sur la réaction stimule ta croissance interne. Avec le temps, la stratégie cesse de se sentir comme un effort et devient naturelle. Tu cesses d'agir comme quelqu'un qui cherche à dominer et tu te transformes en quelqu'un qui domine simplement. Tu n'as plus à penser à comment répondre, parce que ton esprit s'est aligné avec ton but. C'est cela la maîtrise, transformer le contrôle en ta façon d'être. Pratiquer jusqu'à ce que cela devienne automatique, c'est comprendre que la maîtrise mentale n'est pas un accomplissement, c'est un mode de vie. Tu passes ta vie à essayer de plaire, à modeler ta façon de parler, de t'habiller, d'agir, pour correspondre aux normes des autres. Mais pendant que tu le fais, quelque chose en toi s'éteint. Tu cherches l'acceptation et tu finis par perdre ton authenticité. C'est un échange injuste. Tu donnes ton essence en échange d'une approbation qui ne dure jamais. Vivre pour plaire, c'est vivre emprisonné dans une prison invisible où la liberté dépend des applaudissements des autres. Quand tu vis ainsi, tout devient épuisant. Tu t'efforces de maintenir une image parfaite. Tu mesures chaque mot pour ne pas décevoir, et pourtant, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Parce que celui qui cherche à plaire ne trouve jamais de repos. L'âme s'use, l'esprit se remplit de bruit et le cœur se vide. Il arrive un moment où tu te regardes dans le miroir et tu ne sais plus qui tu es sans l'opinion des autres. De libérer de cette dépendance n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de survie. Cela signifie apprendre à dire non sans se sentir coupable, à prendre soin de ton énergie comme si c'était de l'or et à laisser le silence te rendre la clarté. La solitude cesse d'être une menace et devient une enseignante. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure ne se conquiert pas en cherchant l'approbation, mais en lâchant le besoin de l'avoir. C'est le point de départ pour te reconnecter avec toi-même. À travers 8 leçons, tu apprendras à renforcer ton esprit, à garder le silence quand c'est nécessaire et à vivre avec un but. Parce que celui qui cesse de mendier l'acceptation retrouve son pouvoir. Et quand tu choisis de te plaire à toi-même avant de plaire au monde, tu ne perds rien. Tu redeviens simplement libre. 1. Apprenez à dire non. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque vous osez en fermer d'autres. Dire non est une de ces clés silencieuses que peu osent utiliser. Pendant des années, vous pensez qu'être gentil, dire oui à tout et éviter le conflit vous rendra aimé, mais tout ce que vous faites est de vous transformer en une version diluée de vous-même. Chaque oui forcé est une petite trahison de votre âme. Et vous le savez, parce qu'après avoir plu, vous ressentez ce vide inconfortable, cette sensation d'avoir cédé un morceau de vous-même juste pour maintenir une paix superficielle. Dire non ne fait pas de vous un égoïste. Cela vous rend conscient. Le problème est que nous avons grandi en confondant éducation avec soumission, empathie avec sacrifice, gentillesse avec auto-abandon. Vous ne vous en rendez pas compte, mais chaque fois que vous acceptez quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous laissez une fissure dans votre caractère. Avec le temps, ces fissures deviennent des abîmes et vous finissez par vivre une vie conçue par d'autres. Dire non ne consiste pas à rejeter le monde, mais à protéger votre intégrité. Le stoïcisme le rend clair. La véritable force réside dans le contrôle de soi. Marc Aurèle a écrit que personne ne peut vous forcer à donner votre avis ou à agir contre votre volonté si vous apprenez à vous gouverner vous-même. Et cela commence par le pouvoir de nier ce qui ne résonne pas avec vous. Vous n'êtes pas ici pour plaire, vous êtes ici pour être cohérent avec vos valeurs. Chaque fois que vous choisissez votre bien-être au-dessus des attentes des autres, votre esprit gagne en clarté et votre esprit retrouve sa dignité. La plupart ont peur de dire non parce qu'ils pensent qu'ils perdront de l'affection.
Mais ce que vous perdez réellement en vous taisant, c'est le respect. Celui qui se fâche parce que vous posez des limites ne vous a jamais apprécié, il vous a seulement utilisé. Il ne s'agit pas d'être dur ou indifférent, mais d'avoir le courage d'être honnête. Et cette honnêteté fait parfois mal, mais elle libère aussi. Dire non calmement, sans vous justifier, démontre une maturité émotionnelle. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je me respecte trop pour continuer à faire semblant ». Apprendre à dire non est un entraînement mental. Au début, c'est difficile. Votre voix tremble. Vous ressentez de la culpabilité, voire de la peur. Mais avec la pratique, le non devient un acte d'amour de soi. Vous commencez à choisir moins d'engagements vides et plus de moments de paix. Vous dites non à ce qui vous vide et oui à ce qui vous construit. Vous arrêtez de vivre par obligation et commencez à vivre par choix. Le silence qui suit un non ferme vaut plus que 1000 oui forcés. Pensez à ceci. Chaque fois que vous vous niez pour plaire à un autre, vous lui enseignez que vos limites n'existent pas. Mais quand vous apprenez à dire non, vous enseignez aussi au monde comment vous traiter. Et ce n'est pas un hasard si, lorsque vous commencez à le faire, beaucoup de gens disparaissent. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Le prix de rester fidèle à vous-même est de lâcher ceux qui bénéficiaient de votre docilité. Dire non ne vous isole pas, cela vous purifie. Le stoïcien ne cherche pas l'approbation de son environnement, il cherche l'harmonie intérieure. Et cette harmonie ne fleurit que lorsque vous choisissez avec discernement ce que vous permettez d'entrer dans votre vie. Si quelqu'un se sent offensé parce que vous arrêtez de lui plaire, c'est parce que votre non a révélé sa dépendance à votre faiblesse. N'ayez pas peur de ce genre de réaction. Ce sont des signes que vous êtes en train de vous réveiller. Votre énergie est finie, votre temps est limité, et chaque décision que vous prenez est un investissement. Apprenez à dire non sans hésiter, sans vous justifier, sans peur. Tout le monde ne mérite pas votre attention. Tout le monde ne mérite pas votre dévouement. Plaire à tout le monde, c'est se perdre soi-même. Alors, la prochaine fois que vous ressentez la pression d'accepter quelque chose que vous ne voulez pas, souvenez-vous de ceci. Un non ferme, dit avec sérénité, vaut plus qu'une vie entière de complaisance déguisée en bonté. 2. Prends soin de ton énergie. Il y a des personnes qui sont comme des trous noirs. Peu importe combien tu leur donnes, elles en voudront toujours plus. Elles absorbent ton temps, ton calme, ton envie d'avancer. Et quand tu t'en rends compte, tu es épuisé, sans motivation ni clarté. L'énergie est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Plus que l'argent ou le talent, car sans énergie, rien ne coule, rien ne se maintient. Apprendre à la protéger est une forme de respect envers toi-même, une frontière invisible qui sépare ton bien-être du chaos des autres. Chaque jour, tu te lèves avec une quantité limitée d'énergie mentale, émotionnelle et physique, et la façon dont tu l'utilises définit ta vie. Si tu la gaspilles dans des disputes inutiles, avec des personnes qui ne te valorisent pas ou dans des situations que tu ne peux pas contrôler, tu finis par être vidé. C'est comme remplir un verre d'eau propre et laisser les autres boire sans mesure. À la fin, tu restes vide. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas réagir à tout ce qui t'arrive, mais décider avec sagesse ce qui mérite ton attention. Ton énergie n'est pas infinie, et la gaspiller sur des futilités est une forme lente d'autodestruction. Prendre soin de ton énergie signifie reconnaître quand quelque chose te soustrait plus qu'il ne t'apporte. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais d'avoir de la clarté. Il y a des personnes qui ne te cherchent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, des conversations qui te laissent émotionnellement épuisé, des pensées qui se répètent sans sens. Tout cela pèse. L'autodiscipline émotionnelle consiste à fermer ses fuites avant qu'elles ne t'affaiblissent complètement. Tu ne peux pas contrôler le bruit du monde, mais tu peux décider combien de ce bruit tu laisses entrer. Parfois, prendre soin de ton énergie implique de garder le silence, de ne pas répondre, de ne pas expliquer. Le silence est un bouclier puissant qui préserve ton équilibre. Plus tu es conscient de ton énergie, plus tu deviens sélectif avec ce que tu consommes et avec qui tu partages ton temps. Tu n'as pas besoin de justifier ta distance.
Celui qui te respecte vraiment comprendra que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Le philosophe Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Il en va de même pour l'énergie. Ce n'est pas que la vie te fatigue, ce sont les charges inutiles que tu choisis de porter. Prends soin de tes pensées, car chacune consomme de l'énergie. Prends soin de tes émotions, car chaque réaction est une dépense. La sérénité ne se trouve pas en évitant le monde, mais en sachant quand se retirer pour se recharger. Prendre soin de ton énergie signifie aussi apprendre à se reposer sans culpabilité. Nous vivons dans une culture qui glorifie la productivité constante, mais même une épée a besoin de retourner dans son fourreau pour conserver son tranchant. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Lorsque tu t'arrêtes pour respirer, pour réfléchir, pour être avec toi-même, ton esprit s'éclaircit et tes décisions s'améliorent. L'autocontrôle commence par reconnaître tes limites, pas par les ignorer. Et il y aura ceux qui ne comprendront pas ton nouveau calme. Ils diront que tu as changé, que tu n'es plus le même, mais en réalité, tu es simplement devenu conscient. Prendre soin de ton énergie transforme la façon dont tu te relates aux autres. Tu arrêtes d'investir dans ce qui ne construit pas. Tu arrêtes de réagir à tout ce qui te provoque. Tu comprends que tout ne mérite pas une réponse, que parfois le silence est la réponse la plus puissante. Souviens-toi de ceci, celui qui prend soin de son énergie protège sa paix, et celui qui protège sa paix gagne en puissance. Car la véritable force n'est pas dans la résistance à l'usure, mais dans son évitement. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni d'être partout, ni de plaire à tout le monde. 3. Valorise le silence. Il y a une force qui ne s'entend pas, mais qui transforme tout ce qu'elle touche. Le silence. Dans un monde qui exige de toi de donner ton avis, de réagir, d'expliquer et de te justifier, garder le silence est presque un acte de rébellion. Les gens craignent le silence parce qu'il révèle ce qu'ils ressentent vraiment. Mais le silence, bien compris, n'est pas vide, c'est du pouvoir. C'est l'espace où l'esprit se clarifie, où l'émotion se calme et où naît la véritable clarté. La plupart des gens parlent sans réfléchir, répondent sans écouter, promettent sans intention. Nous vivons entourés de bruit externe et mental. Réseaux, actualités, conversations vides, pensées répétitives. Tout se bat pour ton attention. Et au milieu de ce chaos, le silence devient un luxe. Mais celui qui apprend à l'habiter cesse de vivre en réaction constante et commence à vivre avec conscience. Parce que le silence ne fait pas seulement taire la bouche, il ordonne aussi l'esprit. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de sagesse chez celui qui parle trop. Marc Aurèle méditait dans la solitude de l'aube pour maîtriser son intérieur avant de faire face au bruit du monde. Il savait qu'un seul esprit tranquille peut agir avec équilibre. Le silence n'est pas un retrait, c'est une préparation. Quand tu choisis de te taire, tu n'es pas faible. Tu gagnes du temps pour penser, pour observer, pour décider depuis le calme et non depuis l'impulsion. Le silence protège aussi ton énergie. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation, ni de clarifier chaque malentendu. Celui qui te mal interprète a déjà décidé ce qu'il veut croire. Répondre à tout est une forme d'épuisement. Parfois, la meilleure réponse est le silence, car il coupe le cycle de conflit et te permet de rester maître de toi-même. Épictète le disait fermement, « Si quelqu'un t'insulte, souviens-toi que cela n'affecte que si tu l'acceptes. » Se taire, dans ces cas, n'est pas se rendre, c'est conserver ton pouvoir. Dans le silence se révèle ce qui compte vraiment. Quand tu cesses de remplir l'air avec des mots, tu entends ton esprit plus clairement. Tu découvres quelles pensées sont les tiennes et lesquelles sont le produit du bruit externe. Tu comprends que tu n'as pas besoin de donner ton avis sur tout, ni de participer à chaque discussion. Tu apprends à observer sans réagir, à réfléchir avant d'agir. Le silence devient ton espace d'entraînement mental, l'endroit où tu récupères de la force avant de retourner dans le monde. Pratiquer le silence ne signifie pas t'isoler complètement, mais apprendre à choisir tes mots. Parler moins, mais avec un but. Dire moins, mais avec du poids. Quand tu parles depuis le calme, ta voix a plus d'autorité. Les gens écoutent celui qui ne parle pas par impulsion, mais par conviction.
Et cela, dans une société dominée par le bruit, est un pouvoir silencieux que peu de gens maîtrisent. Valoriser le silence, c'est aussi reconnaître que tout n'a pas besoin d'être expliqué. Il y a des moments où se taire te donne de la dignité. Tu n'as pas à prouver ton innocence à celui qui te veut coupable. Tu n'as pas à justifier tes limites à celui qui ne les respecte pas. Le silence, dans ces cas, est une forme de respect envers toi-même. Une façon de dire « je ne discuterai pas de ma valeur ». Mais le silence le plus profond n'est pas l'externe, c'est l'interne. C'est apprendre à calmer le dialogue mental qui ne s'arrête jamais, cette voix qui te critique, qui te compare, qui doute de toi. Le silence intérieur est la base de l'autodiscipline émotionnelle. Quand tu l'atteins, tu cesses de réagir au chaos et commences à diriger ta vie depuis un centre stable. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'avoir un refuge en toi. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit devient imperturbable. Parce que quand tu apprends à être en paix avec toi-même sans avoir besoin de bruit. 4. Accepte la solitude. La solitude est comme un miroir sans filtre. Elle reflète ce que tu es, pas ce que tu sembles être. Et c'est pour cela qu'elle fait mal. Parce que lorsque tu te retrouves seul, sans distraction, sans applaudissements, sans validation externe, tu te vois avec une clarté qui dérange. Tu découvres tes peurs, tes insécurités, tes blessures non résolues, mais tu trouves aussi quelque chose que le bruit du monde ne te laisse pas voir, ta véritable essence. La solitude ne détruit pas, elle purifie, elle ne t'isole pas, elle te révèle. Nous vivons entourés de personnes, mais remplis de vide. Nous cherchons la compagnie pour ne pas nous confronter à nous-mêmes, des relations par habitude, des conversations sans âme, du bruit constant pour ne pas entendre ce que le silence a à nous dire. Cependant, le stoïcisme enseigne que le sage trouve la paix en sa propre compagnie. Marc Aurèle disait que l'âme devient invincible lorsqu'elle apprend à se suffire à elle-même. Et c'est vrai, la solitude cesse d'être une souffrance lorsque tu la comprends comme une opportunité pour te reconnecter avec ton intérieur. Accepter la solitude n'est pas se résigner à être seul, c'est apprendre à apprécier ta propre présence. Cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque pour te sentir complet. Lorsque tu apprends à être avec toi sans anxiété, tu te libères de la dépendance émotionnelle qui épuise tant. Tu commences à écouter tes pensées sans peur, à te connaître sans masque, à te construire de l'intérieur. Ce processus n'est pas confortable, mais il est essentiel. Parce que tu ne peux pas guérir entouré de distractions constantes. La solitude t'apprend à différencier ce que tu veux de ce dont tu as besoin. Elle te rend sélectif. Tu n'acceptes plus n'importe quelle conversation, n'importe quelle compagnie, n'importe quel lien superficiel. Tu apprends à apprécier le silence sans te sentir vide, à marcher sans compagnie sans te sentir perdu. Tu découvres qu'être seul n'est pas un manque, mais une forme de force. Celui qui se sent bien dans sa propre peau ne mendie plus l'attention, et cette sérénité effraie ceux qui vivent du bruit. Le monde craint ceux qui ne craignent pas d'être seuls, car ils sont impossibles à manipuler. Un individu qui trouve la paix dans son propre esprit ne peut être contrôlé par la culpabilité ou la peur. Cette indépendance émotionnelle est le plus grand acte de liberté. Quand tu cesses de craindre la solitude, tu cesses de te contenter de miettes d'affection. Tu préfères être seul qu'en mauvaise compagnie, et cela marque le début de ton pouvoir intérieur. Ne confonds pas la solitude avec l'isolement. L'isolement naît de la peur. La solitude consciente, du choix. L'isolement évite le monde. La solitude le comprend mieux. En passant du temps avec toi-même, tu comprends tes émotions, tes limites et tes désirs. Tu apprends à ne pas dépendre du bruit extérieur pour te sentir vivant. Et paradoxalement, plus tu te sens à l'aise dans la solitude, plus tes relations deviennent authentiques, car tu ne les choisis plus par nécessité, mais par affinité. La solitude te montre aussi ce que tu apprécies vraiment. Sans distraction, tu perçois plus clairement ce qui te motive et ce qui te retient. C'est le terrain où germe la connaissance de soi. Épictète l'a résumé avec sagesse. Personne n'est libre à moins de se maîtriser lui-même. Et cette maîtrise ne naît que lorsque tu oses être avec toi sans fuir.
Accepter la solitude n'est pas fermer la porte au monde, c'est l'ouvrir vers ton intérieur. C'est le point où le silence devient maître, où tu apprends à ne pas craindre la pause ni l'introspection. La solitude bien vécue ne t'éteint pas, elle te réorganise. Elle ne te prend rien, elle te rend l'essentiel. Parce que lorsque tu n'as plus besoin de compagnie pour te sentir plein, c'est alors que tu es vraiment prêt à partager ta présence sans te perdre dans le processus. 5. Définis tes limites. Imagine que ta vie est un jardin et que ton énergie, ton temps et ton esprit sont le sol fertile. Chaque personne, chaque obligation, chaque demande externe est une graine qui peut pousser, mais si tu ne décides pas quoi planter et où, ton jardin finit envahi par les mauvaises herbes. Définir des limites, c'est poser des clôtures invisibles qui protègent ton espace, qui définissent jusqu'où les autres peuvent aller sans envahir ton bien-être. Sans limite claire, ta vie devient un terrain sans frontières, où n'importe qui peut entrer et prendre ce qui ne lui appartient pas, laissant le désordre et l'épuisement dans son sillage. La plupart des gens n'apprennent jamais à dire « jusqu'ici ». Ils craignent d'être rejetés, jugés ou considérés comme froids. Mais ce qui se passe réellement quand tu n'établis pas de limites, c'est que les autres apprennent qu'ils peuvent te dépasser, que ton bien-être est négociable et que ton temps et ton énergie sont toujours disponibles. Ce manque de clarté ne génère pas de respect, il génère une dépendance à ta faiblesse. Le stoïcisme enseigne que personne ne peut te voler ta paix si tu ne le permets pas. Les limites ne sont pas des punitions, elles sont des défenses. Et leur absence est la cause de nombreuses frustrations et conflits inutiles. Définir des limites nécessite d'être honnête avec toi-même et avec les autres. Cela signifie identifier ce que tu peux donner sans compromettre ta stabilité et ce que tu ne peux pas. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un investissement dans ton intégrité et ton authenticité. Lorsque tu décides jusqu'où tu permets aux autres d'influencer ta vie, tu reprends le contrôle sur tes décisions et ton énergie. C'est comme tracer une carte qui délimite ton territoire intérieur, apprenant aux autres à interagir avec toi sans envahir ton espace vital. Les limites protègent également ta croissance. Sans elles, tu te perds dans les demandes des autres, les tâches qui ne te concernent pas, les attentes que tu ne partages pas. Tu te disperses. Tu dépenses ton temps et ta force dans des causes qui ne te construisent pas, et à la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu te sens épuisé et vide. En établissant des limites claires, tu choisis où mettre ton attention et ton effort. Tu apprends à dire non sans culpabilité, à prioriser tes objectifs et à conserver de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Établir des limites ne signifie pas ériger des murs permanents. Cela signifie définir quand et comment tu interagis, quand tu dis oui et quand tu dis non. Celui qui maîtrise cette compétence agit avec clarté et fermeté, sans avoir besoin de se justifier, parce qu'il comprend que son bien-être n'est pas négociable. Les gens respecteront ce que tu projettes. S'ils te perçoivent comme faible ou prêt à céder, ils en profiteront. La force se démontre dans la cohérence entre ce que tu penses, ressens et permets. L'autodiscipline émotionnelle se renforce avec des limites. Chaque fois que tu respectes tes propres frontières, tu entraînes ton esprit et ton caractère à ne pas céder aux pressions externes. Tu apprends à faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important, entre ce qui te sert et ce qui te draine. La pratique constante de l'établissement de limites fait de toi quelqu'un de difficile à manipuler, quelqu'un dont le temps et l'énergie ont une valeur reconnue, d'abord par toi-même, puis par les autres. Dans la vie moderne, les limites sont un acte de survie. Elles te permettent de maintenir ta paix intérieure au milieu du chaos, de protéger tes relations et de préserver ton intégrité. Elles ne sont pas optionnelles si tu veux vivre avec authenticité et objectif. Sans elles, chaque jour tu cèdes un morceau de ta liberté, de ta clarté et de ton pouvoir. Avec elles, chaque décision est prise à partir de la force, non de l'obligation, de la cohérence et non de la pression externe. Définis tes limites et tu découvriras que ta vie cesse d'être un terrain envahi par les autres et devient un jardin que tu choisis de cultiver. 6. Vis avec un but. La vie sans but est comme un bateau à la dérive dans un océan sans horizon. Tu avances,
mais tu ne sais pas vers où ni pourquoi. Chaque effort se dilue, chaque décision semble lourde, et à la fin de la journée, le sentiment de vide te poursuit. Vivre avec un but ne signifie pas avoir un plan rigide ou un objectif grandiose. Cela signifie se déplacer avec intention, relier chaque action à tes valeurs et cesser d'agir uniquement pour plaire ou survivre. C'est donner un sens à ton temps, à ton énergie et à ton existence, et faire en sorte que chaque pas compte pour quelque chose qui t'importe vraiment. Le problème de nombreuses personnes est qu'elles vivent guidées par les attentes des autres, cherchant l'approbation, la validation ou la reconnaissance. Elles oublient de se demander ce qu'elles veulent, ce dont elles ont besoin, ce qui les fait se sentir vivantes. Cette déconnexion avec le but génère frustration, anxiété et une usure silencieuse qui s'accumule avec les années. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne dépend pas de facteurs externes, mais de la clarté interne sur qui tu es et ce que tu valorises. Lorsque tu agis à partir de ton but, chaque décision devient un acte de pouvoir et chaque action une affirmation de ton identité. Vivre avec un but signifie aussi prioriser. Tu ne peux pas être partout ni plaire à tout le monde sans te perdre toi-même. Chaque choix que tu fais doit être aligné avec ce que tu veux vraiment construire, avec ce qui compte vraiment dans ta vie. Le temps est limité et ton énergie est finie. Les gaspiller sur ce qui ne te rapproche pas de ton objectif est une trahison envers toi-même. Apprendre à concentrer tes efforts sur l'essentiel transforme chaque jour en un pas ferme vers ta meilleure version. Le but agit comme un filtre naturel. Il t'aide à dire non, sans culpabilité à ce qui n'apporte rien, à établir des limites claires, à protéger ton énergie et à rester ferme face aux distractions ou aux critiques. Lorsque tu comprends ta direction, tu ne te laisses pas emporter par la pression sociale ni par le bruit extérieur. Tes actions deviennent cohérentes, ton esprit plus calme et ton âme plus forte. Chaque décision prise à partir du but renforce ton autonomie et ta clarté, et te rapproche d'une vie que tu sens vraiment tienne. Le but donne aussi un sens à l'adversité. Les défis cessent d'être des obstacles aléatoires et deviennent des opportunités pour grandir, apprendre et renforcer ton caractère. Chaque échec, chaque erreur, chaque difficulté s'intègre dans ton chemin comme une leçon, non comme une punition. Le stoïcisme souligne que nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe, mais nous pouvons décider comment réagir. Lorsque ta vie a un but, tes réponses sont intentionnelles, non réactives. Vivre avec un but nécessite introspection et courage. Cela signifie te questionner constamment pour savoir si ce que tu fais reflète tes valeurs ou satisfait simplement les attentes des autres. Cela implique d'accepter que certains chemins doivent être abandonnés, que certaines personnes n'apportent rien et que le temps perdu ne se récupère pas. La discipline d'agir avec intention se construit jour après jour, moment après moment, avec des décisions conscientes et cohérentes. Lorsque tu vis avec un but, chaque action a du poids, chaque mot compte et chaque décision te rapproche de la vie que tu mérites. Ce n'est pas un chemin facile, car il exige de te confronter à la vérité sur toi-même et sur ton environnement. Mais c'est le seul chemin qui garantit l'authenticité, la liberté et la force intérieure. La boussole du but ne se trouve pas à l'extérieur, mais en toi. Et celui qui apprend à naviguer avec elle découvre que même au milieu du chaos, sa vie a une direction, un sens et du pouvoir. 7. Maîtrise ta réaction. L'esprit humain est comme une rivière tumultueuse. Chaque stimulus externe est une pierre qui génère des vagues, et si tu n'apprends pas à contrôler le courant, il t'emportera. Maîtriser ta réaction ne signifie pas ignorer ce qui se passe, ni réprimer tes émotions, mais choisir consciemment comment répondre à chaque situation. La plupart des gens sont pris au piège, dans des réponses automatiques, réagissant avec colère, peur ou frustration à chaque provocation, comme si leurs émotions étaient des dictateurs invisibles qui décident pour eux. Le résultat est l'épuisement émotionnel, des conflits inutiles et une usure silencieuse de l'énergie vitale. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu cèdes du pouvoir. Tu remets le contrôle de ta paix intérieure au chaos externe. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, ni ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre interprétation et notre réaction.
Marc Aurèle comprenait que le monde peut être injuste, les gens égoïstes et les circonstances adverses, mais la sérénité réside dans le fait de ne pas permettre à ces forces de définir ton état intérieur. Chaque réaction mesurée et consciente est un acte de maîtrise de soi, un rappel que ton pouvoir ne dépend pas des autres, mais de toi-même. Maîtriser ta réaction implique également de reconnaître les déclencheurs qui perturbent ta tranquillité. Observe quelles paroles, attitudes ou situations génèrent de l'anxiété, de la colère ou de la frustration. Non pas pour te blâmer, mais pour te comprendre et choisir comment agir. Il ne s'agit pas d'éviter les émotions, mais d'éviter que les émotions te contrôlent. Chaque respiration consciente avant de répondre, chaque pause que tu prends avant de réagir renforce ton autocontrôle et ta clarté mentale. La discipline émotionnelle ne vient pas de la théorie, mais de la pratique constante dans la vie quotidienne. La réaction impulsive résout rarement les problèmes. Elle génère presque toujours des conflits plus importants, des ressentiments et des regrets. Celui qui apprend à maîtriser sa réaction peut rester calme au milieu du conflit, évaluer la situation avec clarté et répondre efficacement, sans perdre son sang-froid ni son intégrité. La patience devient une arme puissante, le calme un bouclier. Chaque fois que tu réussis à garder le contrôle face aux provocations, tu ne protèges pas seulement ton énergie, mais tu montres aussi du respect à ceux qui t'entourent. Maîtriser ta réaction n'est pas un signe de faiblesse ou d'indifférence, c'est une preuve de force intérieure. Cela implique de regarder la réalité telle qu'elle est, d'accepter ce que tu ne peux pas changer et d'agir uniquement sur ce qui dépend de toi. Cela signifie comprendre que chaque réaction est un choix et que choisir à partir de la réflexion plutôt que de l'impulsion transforme ta vie. Les personnes qui réagissent sans réfléchir sont prisonnières du monde. Celles qui maîtrisent leurs réponses le gouvernent depuis leur centre interne. En pratique, maîtriser ta réaction nécessite de la constance. Cela nécessite de t'observer toi-même, de réfléchir sur chaque émotion et de t'entraîner à ne pas céder à l'impulsion immédiate. Chaque fois que tu respires avant de répondre, que tu réfléchis avant de parler, que tu agis à partir du calme et non de l'émotion, tu renforces ta résilience émotionnelle. Quand tu réussis à maîtriser tes réponses, tu découvres une liberté unique. La liberté de ne pas être emporté par la négativité, de ne pas nourrir de conflits inutiles, de garder ton énergie intacte et ta paix intérieure intacte. Cette liberté te permet d'agir avec intention, de vivre avec un but et de conserver ton authenticité dans un monde qui essaie constamment de détourner ton attention et de manipuler tes émotions. Oui, sois toujours authentique. Ta vie est une toile et chaque action, chaque mot, chaque décision est un trait. Si chaque coup de pinceau est fait pour plaire aux autres, tu finis avec un tableau qui ne reflète pas ton essence, mais l'attente de ceux qui t'observent. Être authentique n'est pas un acte occasionnel. C'est vivre chaque jour en cohérence avec ce que tu penses, ressens et fais. C'est montrer ton vrai visage sans masque, sans peur du jugement, sans dépendre des applaudissements qui ne combleront jamais ton vide intérieur. L'authenticité est un muscle qui se renforce avec la pratique. Elle nécessite de reconnaître tes désirs réels, tes valeurs, tes limites et d'agir en conséquence. Il ne s'agit pas de faire ce que tu veux sans considération, mais d'aligner ta conduite avec ton identité la plus profonde. Lorsque tu arrêtes de prétendre, ton énergie cesse de se disperser dans la performance et se concentre sur la création de ta vie. Chaque décision prise à partir de l'authenticité renforce ton pouvoir, ta clarté et ta sérénité. Vivre authentiquement implique d'accepter que tout le monde ne t'acceptera pas. Les gens cherchent à te modeler, à ajuster ta personnalité pour qu'elle s'adapte, à changer tes opinions ou à sacrifier ton intégrité par commodité. Celui qui dépend de l'approbation externe devient une marionnette, manipulée par les fils du jugement d'autrui. L'authenticité brise ces fils. Lorsque tu agis à partir de toi-même, tu cesses de plaire et tu commences à diriger ta vie avec conviction. La liberté ne se trouve pas dans les applaudissements, mais dans la cohérence entre ton intérieur et tes actes. Le stoïcisme enseigne que la véritable vertu ne dépend pas de l'opinion des autres. Marc Aurèle a compris que la grandeur réside dans la fidélité à soi-même.
même lorsque le monde ne la reconnaît pas. Être authentique, c'est vivre avec cette philosophie. Maintenir ton intégrité, respecter tes valeurs et ne pas céder à la pression sociale. Chaque fois que tu agis à partir de l'authenticité, tu renforces ton caractère et ta résilience émotionnelle. Il n'y a pas de paix plus solide que celle de celui qui ne trahit pas son essence. L'authenticité crée également des relations plus authentiques. Lorsque tu es toi-même, tu attires des personnes qui apprécient ce que tu es vraiment et non ce que tu sembles être. L'interaction cesse d'être une scène de performance et devient un véritable échange de respect, de compréhension et d'affinité. Tu n'as pas besoin de plaire, de convaincre ou de te justifier. Ta présence parle pour toi. Et cette honnêteté naturelle génère un magnétisme que la prétention ne pourra jamais produire. Être authentique nécessite du courage. Cela implique de faire face à la critique, à l'incompréhension et à la solitude temporaire qui survient lorsque tu cesses de plaire. Mais chaque sacrifice de confort social se traduit par un renforcement interne. Tu apprends à prioriser ta paix, ta clarté et ton but sur la validation externe. Tu découvres que plaire est optionnel, mais être fidèle à toi-même est indispensable pour vivre avec force et liberté. La vie authentique transforme chaque décision en un acte de pouvoir. Chaque mot que tu exprimes sans prétention, chaque limite que tu maintiens, chaque action cohérente avec ton essence, construit une vie qui n'a pas besoin d'ornement. L'authenticité ne s'impose pas et ne se négocie pas. Elle se manifeste dans la constance, dans la clarté, dans la tranquillité de celui qui sait qu'il n'a pas à rendre de compte à celui qui ne respecte pas sa vérité. Sois toujours authentique, non pas comme un acte isolé, mais comme un style de vie. Parce que lorsque tu cesses de vivre pour plaire et que tu commences à vivre pour être toi, tout change. Ton énergie se conserve, ton but se renforce et ta liberté devient irrésistible. L'authenticité est la dernière étape pour fermer le cycle de dépendance à l'approbation d'autrui. C'est vivre ta vie avec intégrité, clarté et pouvoir.